Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les intervenants investisseurs agisseurs. Donc aujourd'hui, dans quelques minutes, Laure Prost, qui est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, va intervenir. Du coup, je vais lui poser une question, c'est comment se préparer à investir dans l'immobilier, donc toutes les démarches qu'il faut faire avant pour bien structurer son dossier, pour bien structurer sa situation, pour que tu puisses investir efficacement dans l'immobilier. Donc Laure Prost va intervenir tout à l'heure pour nous répondre à cette question, à cette problématique. Et bien évidemment, comme d'habitude, tu pourras la retrouver pendant l'immersion investisseur-agisseur, car ce sera un intervenant, du coup elle sera partenaire de cette immersion. Et du coup, voilà, si tu as vraiment envie de rentrer en contact avec elle, si tu as envie de bosser avec elle, elle sera en live un lundi soir. Donc je crois que ce sera la troisième semaine du mois d'octobre où elle sera en live avec nous. Et comme ça, elle pourra répondre à toutes vos questions, vous faire un plan d'action. Ça pourrait être vraiment très intéressant pour vous préparer à investir dans l'immobilier. Ou sinon aussi, elle pourra vous permettre de vous réorienter et d'affiner votre stratégie immobilière. Donc n'hésite pas, si tu es intéressé pour intégrer Investisseur Agisseur, c'est juste en dessous dans la description. Allez, c'est parti, elle devrait arriver dans quelques instants. Ok, donc Laure vient d'arriver dans l'appartement pour répondre à toutes nos questions. Donc Laure, je vais te laisser te présenter rapidement, voir un peu ce que tu fais, qui tu es, quel est ton domaine d'expertise. Ok, alors bonjour à tous, je m'appelle Laure Prost, je suis conseillère en gestion de patrimoine indépendante. Donc j'ai créé mon propre cabinet en 2015 et je suis également auteure du blog Mes finances et moi. Ok, le lien que je mettrai dans la description, il n'y a pas de souci. Ok, et du coup, quel est à peu près ton domaine d'expertise, en quoi tu interviens? Alors oui, c'est vrai que la gestion de patrimoine c'est assez vaste. Je peux autant intervenir sur de l'immobilier, sur du placement, sur de la recherche de financement, donc du courtage en prêt immobilier. Ça c'est une activité très importante. Et ma spécialité, là où vraiment j'aime intervenir, donc c'est la stratégie. Puisque pour investir, moi j'estime qu'il faut avoir une stratégie. Donc c'est vraiment là où j'accompagne les clients à mettre en place leur stratégie. Et puis après, ils passent à l'action sur les différents domaines qui sont adaptés à leur situation. D'accord, donc toi tu interviens en amont du projet d'investissement pour vraiment faire le point et pour éclaircir et avoir une stratégie précise. Ouais, tout à fait. Voilà, l'idée c'est de définir la stratégie avant et comme ça après ça roule et la personne va s'orienter vers les différentes solutions qui sont adaptées à ce qu'elle a besoin, à ses objectifs. Mais je crois que c'est un petit peu l'objet de ce qu'on va parler aujourd'hui. Oui, tout à fait, ouais, c'est exactement ça. Et tu fais aussi un petit peu de courtage en prêt immobilier? Oui, alors je suis en train de développer une franchise. J'ai déjà le cabinet où je fais du courtage en crédit depuis 3 ans. Mais là, je vais avoir une franchise qui permettra d'avoir des conventions nationales sur tout le territoire et avec toutes les banques. Ok, voilà, très bien. pour servir tous les investisseurs, parce que maintenant je suis très sollicitée par les investisseurs, à avoir dépanné 1 ou 2 investisseurs comme Stéphane Joanne, qui est très connu dans ce monde-là, et du coup j'ai beaucoup de demandes. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est sûr que dès qu'on bosse bien, en général, on est vite recommandé. C'est ça, et ça se passe victime bien. De son succès, donc du coup voilà, j'aurai une franchise pour pouvoir répondre à tout le monde et sur toutes les zones avec des conseillers proches de chaque client. Ok, super. Bon voilà, bonne petite présentation. Et du coup, tu vas nous partager les 7 étapes avant d'investir dans l'immobilier. Donc c'est 7 étapes à mettre en place. Si tu as le projet d'investir dans l'immobilier et que tu ne sais pas trop par où commencer, par quoi faire, qui est-ce qu'il faut aller voir, et du coup là, Laure t'a concocté 7 étapes à faire. Et du coup, c'est dans l'ordre chronologique, c'est ça? Exactement, ouais. Parfait. On va essayer de faire les choses assez simples. C'est 7 étapes vraiment basiques. Que tout le monde, vous devez tous le savoir, je pense, mais ça fait du bien de le rappeler. Et puis, comme tu l'as dit, souvent quand on veut investir, il y a un petit peu cette excitation, on a envie de faire les choses, on a envie de passer à l'action, mais on ne sait pas trop par où commencer, et du coup le fait d'être perdu, bien souvent on n'agit pas. Ouais, tout à fait. Donc l'idée c'est de prendre les choses à la base, de faire les choses vraiment étape par étape, et du coup de sécuriser sa démarche. Tout à fait. Donc la première étape pour moi, ça serait de faire un état des lieux. On va jouer un petit peu sur les mots, puisqu'on veut faire de l'immobilier, on fait un état des lieux. Et cet état des lieux, tout simplement, il va commencer déjà de savoir combien vous gagnez, de faire un point sur ses revenus, de faire un point sur ses charges, et du coup, automatiquement, on va en découler l'endettement. Le taux d'endettement, parce que si vous arrivez déjà avec un taux d'endettement à 45%, 50%, voire plus, ça va être plus difficile pour faire quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est la première étape. Déjà de se dire, voilà où j'en suis. Pareil, si vous n'avez pas de CDI, c'est un petit peu plus compliqué. Ou des personnes qui sont au chômage, pareil. Ça veut pas dire que vous ne pourrez jamais faire, mais qu'il y a peut-être encore d'autres petites étapes du coup préparatoires pour pouvoir avancer sereinement. Donc voilà, première chose, l'état des lieux, les revenus, les charges et du coup le taux d'endettement. Ok, très bien. Voilà. Et du coup, par rapport à ça, on va calculer s'il reste une marge d'endettement pour faire un nouveau projet.
Et puis surtout, est-ce qu'on va mettre de l'apport ou pas? Ok, Donc là, la deuxième étape, c'est de calculer la capacité d'emprunt. d'accord. Voilà, donc moi j'ai mis en place des outils qui permettent d'avoir tout ça sur une seule feuille Excel, Mhm. donc tous les revenus, tout le patrimoine. On va avoir le taux d'endettement à l'instant T et du coup, assez facilement, on va pouvoir déterminer s'il reste une marge pour un projet à 100 000, 150 000, 200 000, et ainsi de suite. Comme ça nous donne le budget. Ouais. C'est comme quand on va faire du shopping. Mm. C'est bien d'avoir la carte bleue, mais c'est encore mieux de Ouais, savoir c'est combien on sûr. peut dépenser. Donc voilà, du coup là on détermine le budget. La troisième chose pour moi qui me semble importante, c'est de faire un point sur l'épargne. Mhm. Alors je voudrais faire une distinction entre épargne et apport. Beaucoup d'investisseurs font des projets sans apport et je suis ok là-dessus. Mm. Il y a de moins en moins de banques qui suivent, mais je suis d'accord et les banques spécialisées, on arrive à financer les projets à 110%, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc pas d'apport, ok. Par contre, pas d'épargne, là je prends mon rôle de casquette gestion de Ouais. patrimoine, je suis pas super d'accord. Ok, Si on n'a pas un petit peu d'épargne de côté pour se lancer dans l'immobilier, ça me semble risqué. Mm. Notamment déjà avoir l'épargne de précaution pour au quotidien s'il y a un imprévu dans la vie. Mhm. Simplement on sort du rendez-vous et je me suis fait crever mes 4 pneus. Ouais, Comment c'est je sûr. fais ou je suis en arrêt maladie et pendant une semaine je suis pas pris en charge. Voilà, c'est assurer les imprévus de la vie Mhm. et du coup d'avoir une petite marge pour se dire parce que l'immobilier c'est chouette. Je pense que tu diras pas le contraire. Ouais, c'est sûr. Mais il y a plein d'imprévus. Ouais. Et si on n'a pas la trésorerie pour faire face à ces imprévus, bah, dès le départ, on va se mettre en difficulté. Est-ce que tu recommandes un montant, par exemple 6 mois de loyer d'avance de côté pour être sûr de se lancer? Qu'est-ce que tu préconises grosso modo comme Bah, fonds de après, sécurité? ça, c'est propre à chacun. Ouais. C'est propre au fonctionnement de chacun. C'est vrai qu'effectivement, nous, en termes d'épargne de précaution, quand on parle gestion de patrimoine, on va conseiller à peu près 6 mois de revenus. Mhm. 6 à 12 mois, parce que quand on est entrepreneur comme nous, Ouais. 12 mois, c'est vraiment le minimum, Ouais, c'est on va bien. dire. Pour un salarié, 6 mois, c'est bien. Du coup, en termes de loyer, j'ai jamais trop fait le calcul. Peut-être Mm. toi, tu pourrais compléter. Je sais pas, déjà peut-être les 2-3 mois. En principe, Ouais. c'est toujours à peu près ça. On fait Mm. le calcul à 70%. Mm. Donc avoir au moins les 30% de côté. Ouais. Si jamais il y a 2-3 mois qui sont pas loués, ça te Très semble bien. cohérent? Ouais, non, mais ça me semble cohérent. C'est vrai qu'entre 3 et 6 mois, je trouve que c'est intéressant. Plus, bah, c'est autant le mettre pour, comme tu dis, le quotidien, donc les 4 pneus crevés ou autres. Mais c'est vrai que pour l'immobilier, 3 à 6 mois, c'est intéressant de l'avoir de côté. Voilà. Vous le mettez, nous on appelle ça dans notre jargon un compte de gestion, mais Mm. voilà, c'est le petit fonds de roulement, la petite trésorerie que soit. Moi j'insiste vraiment, c'est bien de l'avoir au début. Ouais, On c'est peut sûr. se la constituer après avec le différé, mais Mm. c'est bien de l'avoir au début. Ok, Et après, on se fait Ça marche. des virements intra-compte, il Oui. n'y a pas de souci, ouais, c'est mais sûr. c'est bien de l'avoir au départ. Ok, et c'est vrai que je te rejoins de bien différencier l'épargne de l'apport, parce que moi j'ai eu enfin là j'ai eu un dossier, parce que tout à l'heure je mangeais avec un courtier, et je lui ai envoyé des dossiers, et en fait la banque peut financer sans apport, par contre il demande 20 000 euros d'épargne, donc en gros il peut financer les 10-12 000 euros d'apport, donc de frais de notaire entre autres, par contre il demande de bloquer, entre guillemets, sur un PEL ou sur un livret A, 20 000 euros. Donc en fait, c'est pas vraiment de l'apport parce qu'on l'a toujours en liquidité et sur un compte spécifique. Mais voilà, il demande toujours un petit peu d'épargne en contrepartie d'avoir de l'apport. Donc c'est vrai que c'est plus facile de toujours avoir un peu d'épargne. Et même si on va pas mettre de l'apport, au moins ça peut sécuriser la banque à ce niveau-là. Alors ça, ouais, c'est effectivement un grand débat parce que comme tu l'as expliqué, de mettre les 10-12 000 Mm. sur un PEL, c'est un petit peu ce qu'on appelle du nantissement. Et ça, c'est pas toutes les banques qui le font. Non, C'est ça c'est souvent sûr. les plus gourmandes qui font ça. Mais Mm. moi, j'essaye de faire en sorte que la banque ne prenne pas cet argent-là. Mais en tout cas, effectivement, ça va rassurer une banque de savoir que le client il a de l'épargne parce que tout simplement, ça va lui montrer que le client il a l'habitude d'épargner et qu'il a de quoi se retourner. Ouais. Donc ça, c'est un vrai plus parce que quand on fait un investissement immobilier, c'est sur du long terme. Et du coup, il faut prouver... En fait, il faut séduire votre courtier ou votre banquier, si vous traitez avec votre banquier en direct. Il faut le séduire et lui dire, voilà mon projet, il faut lui donner l'envie de nous suivre et il faut que la personne ait confiance en nous. Bien sûr. Donc si on présente des comptes à un banquier où il y a toujours du découvert, il n'y a pas d'épargne de côté, et dès qu'il y a quoi que ce soit, on fait un crédit revolving ou autre, ça va pas plaire. Ouais, c'est sûr. Donc le banquier qui voit des comptes propres et puis un petit peu d'épargne, même si l'épargne elle n'est pas optimisée sur un livret A ou autre, ça lui va très bien, ça le rassure. Ouais, tout à Moi fait. j'ai vu des projets qui s'autofinançaient avec des bons taux d'endettement, tout ça, qui passaient pas parce que la personne elle avait absolument pas d'épargne. Tout à fait. Donc Et ça c'est vrai. vraiment important. L'épargne, on n'est pas obligé de le mettre en apport dans le projet, mais il faut avoir un petit peu de côté. Oui, comme ça prouve qu'on sait gérer notre argent au Exactement. quotidien.
Ok, Exactement. très bien. Donc ça, c'était l'étape 3, Trois. donc avoir de l'épargne pour potentiellement de l'apport, ou au moins montrer qu'on sait gérer notre argent. Exactement. La quatrième étape, ben, c'est assez simple, c'est se fixer ses objectifs. Donc je crois que tu vas y revenir plus longuement, Ouais, tout à fait. mais en tout cas, on n'investit pas dans l'immobilier juste parce que c'est la mode. Mm. Parce que même si c'est un super levier l'immobilier, bah, c'est beaucoup de soucis, ça demande quand même du temps. Donc c'est de se fixer des objectifs. Pourquoi on va faire de l'immobilier? Est-ce que c'est pour un complément de revenu? Mhm. Est-ce qu'on va aller faire du patrimonial en se disant bah, je vais acheter à tel endroit et je vais revendre avec une belle plus-value? Ok. Est-ce que c'est un objectif d'avoir des revenus passifs pour compléter un revenu, un salaire? Enfin, voilà, c'est important de savoir pourquoi on veut faire de l'immobilier. Ouais, donc se fixer des objectifs clairs qui étaient l'objet de la première vidéo d'hier, donc avec Laetitia, et comment se fixer des objectifs clairs. Mais c'est bien de le rappeler parce que c'est vrai que, comme tu dis, les objectifs, c'est vraiment la base quand on veut investir dans l'immobilier, c'est pourquoi est-ce qu'on le fait et où est-ce qu'on a envie d'aller grâce à l'immobilier. Bah, disons que se fixer des objectifs, c'est pour moi la base de la vie. C'est vraiment ce qui va nous faire avancer et on y pense assez facilement au quotidien. Quand on fait de l'immobilier, on dit bah oui, je vais faire de l'immobilier. Mais c'est bien de se dire bah, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux 1, 2, 3, 4, 5 appartements? J'ai besoin de 500 euros par mois, de 1000 euros. Voilà, de bien quantifier ça parce que du coup, on aura défini votre capacité d'emprunt, on aura défini ce que vous voulez atteindre. Et l'idée, bah, c'est de trouver une solution, une stratégie qui va vous permettre d'atteindre ces objectifs-là. Ok, parfait. Du coup, bah, c'est mon 5e point. La 5e clé, c'est mettre en place une stratégie. Donc si vous me dites, ben, moi j'ai une capacité de 200 000 euros et je veux un complément de revenu de 1000 euros, ben, on va peut-être pas aller faire de la location nue à un certain endroit, on va peut-être chercher à aller optimiser avec de la location saisonnière ou acheter un bien, mettre un petit peu d'apport. Enfin voilà, du coup, on va pas avoir la même stratégie en fonction de ce qu'on veut. Donc les objectifs vont définir la stratégie. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est vraiment étape par étape, c'est cette étape. C'est vraiment du commencement jusqu'à le passage à l'action. Voilà, et du coup, ça va déterminer aussi peut-être ce qu'on va aller acheter comme bien. Exactement. En fonction de l'objectif, bah ici, là, on est situé quartier Pardieu. Donc là, bon, c'est un bon exemple parce que ça répond aux deux. La personne qui a fait cette opération-là va faire de la rentabilité. Tout à fait. On va faire du cash flow, mais en même temps, on va faire du patrimonial parce qu'ici, il n'y aura pas de souci, même si dans 10 ans, il faut revendre. Globalement, ça se revendra. Ça, c'est sûr. Donc, mais il y a peut-être d'autres opérations. Si on va sur Villeurbanne ou autre, on va peut-être aller chercher plus de la rentabilité et pas forcément du patrimonial. Donc voilà, ça dépend vraiment de vos objectifs qui vont déterminer du coup la stratégie et donc la solution qu'on va aller chercher. Exactement. Très intéressant. Voilà. Mon 6e point, eh bien, c'est de faire une étude de marché. C'est de ne pas forcément écouter tout ce qu'on dit. Alors c'est bien, il faut écouter, mais il faut aussi prendre la décision en conscience et en connaissance de cause. C'est pas parce qu'on vous dit d'investir sur tel marché qu'il faut y aller bille en tête et sans réfléchir. Il faut se faire un petit peu son idée, peut-être aller voir plusieurs fois, s'imprégner de la ville, s'imprégner du marché, tester peut-être d'autres offres en location saisonnière si c'est ce qu'on veut faire. Enfin, vraiment faire les choses avec intelligence. Oui, tout à fait. Voilà, il y a beaucoup de polémiques sur le sujet en ce moment, mais on sait qu'il y a des villes qui sont en train de se casser la figure parce que massivement, plein d'investisseurs sont allés investir sur cette ville sans forcément regarder et que les projets soient adaptés à la demande locale. Oui, tout à fait. Et bah, même si vous n'avez pas acheté cher ou autre, bah, il y a un moment où vous vous retrouvez coincé si vous ne louez pas ou si vous ne pouvez pas revendre. Parce qu'il y a aussi ça. Des fois, on va acheter quelque chose de pas cher, mais même à ce prix-là, on n'arrivera pas à revendre. Donc c'est un petit peu bête. Donc faire un petit peu son étude de marché, pas hésiter à se renseigner. Certes auprès d'investisseurs qui l'ont fait, mais d'aller voir aussi des agences, d'autres professionnels. Enfin, vraiment s'imprégner un petit peu. Ça demande un peu de travail, mais au moins, on est tranquille. Ouais, c'est ça. On est serein. Voilà, on est serein. Ouais, tout à fait. Ok, super. Tu me rejoins là-dessus? Ah ouais, complètement. C'est vrai que le marché immobilier, c'est vraiment la base. Et en plus, il peut bouger très vite. Donc c'est pour ça que même après le premier investissement, il faut toujours être au courant du marché immobilier local, parce que ça peut bouger tellement vite. Ici, dans ce quartier, quand on a acheté, 6 mois après, l'immobilier avait pris 30%. Donc c'est là où ça peut vraiment être... Enfin, il faut être hyper vigilant au marché immobilier, parce qu'il peut y avoir vraiment un mouvement en bien ou à l'inverse en moins bien. Par exemple, une ville où il y a une grosse entreprise qui faisait vivre la moitié de la ville qui ferme, et bah, du coup le marché immobilier va chuter aussi parce que voilà. Ouais. Donc c'est vraiment, pour moi c'est très très important de connaître parfaitement son marché immobilier. Bah, disons que voilà, ça peut aller très vite, les changements peuvent aller vite, et tu as parlé du local.
On a beau, par exemple, connaître Lyon, moi je suis installée à 1 heure de Lyon, et ben quand j'investis sur Lyon, je prends un professionnel. Parce que j'ai pas le temps de faire les navettes et que je vais pas aussi bien connaître. Si vous me demandez sur la commune où j'habite, je saurais vous dire la tendance du marché à 100 km. Moi, je peux pas savoir. Vrai, c'est sûr. Donc, c'est vraiment s'imprégner des professionnels sur place. Et du coup, ça rejoint ma 7e clé, c'est s'entourer de professionnels. D'accord. C'est bien de se former, d'apprendre à faire les choses, d'avoir la connaissance, de faire votre propre étude de marché. Mais après, c'est bien aussi si on peut vous donner la main et de passer par un agent immobilier, de passer comme des personnes comme toi, Maxence, qui peuvent accompagner les investisseurs sur tout un tas de choses, que ce soit la recherche de biens, sur les travaux, sur l'ameublement, vraiment toutes ces choses-là où vous allez pouvoir être accompagné et ça va sécuriser la démarche. Oui, tout à fait. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que le réseau, c'est vraiment le nerf de la guerre, surtout dans l'immobilier, parce que l'immobilier, la moindre erreur peut faire perdre beaucoup d'argent, parce que c'est des grosses sommes quand même qui sont en jeu. À Lyon, un petit studio, c'est entre 100 et 120 000 euros, donc c'est vrai que ça reste des grosses sommes. Et plus on aura un réseau compétent, efficace et qui s'y connaît dans le domaine, plus on sera sécurisé et plus on sécurisera son investissement. Et voilà, et c'est vraiment l'objectif aussi d'investisseurs agisseurs, c'est de partager tout un réseau qui tourne bien, notamment Laure en tout ce qui est conseil de gestion de patrimoine, conseil au niveau de gestion des finances, de se préparer à l'investissement immobilier, de courtage. Voilà, c'est une experte dans le domaine et nous, ça nous demanderait trop d'énergie et même trop de temps et même on n'aura pas forcément les connaissances pour tout apprendre ce que toi tu sais. Et du coup, c'est pour ça que l'idéal, ce serait d'utiliser les connaissances des autres personnes. C'est ça, et puis c'est vraiment la force du réseau qui va faire qu'on va avancer. Et puis aussi dans l'immobilier, il y a beaucoup de choses qui se jouent en off. Tout à fait. Voilà, c'est parce que vous connaissez le chasseur d'appartement ou l'agent immobilier que vous arrivez à avoir des offres un petit peu avant les autres et pour pouvoir se positionner, parce que je pense que tu pourras le confirmer, mais le marché est quand même assez tendu sur Lyon. Ouais, tout à fait. Et du coup, on en revient toujours un petit peu à la même chose, c'est le bouche à oreille qui va faire que on va arriver à se positionner avant quelqu'un d'autre sur une affaire. Exactement, exactement. Ok, voilà. Et super. Du coup, c'était les 7 étapes. Et bien sûr, la dernière, c'est de passer à l'action. Parce que si vous faites tout ça et que vous n'agissez pas, c'est un bon apprentissage, mais ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, après, il faut se lancer une fois que vous avez débroussaillé le terrain. C'est parfait. Je te remercie en tout cas, c'était super clair. Plaisir. Et dans tous les cas, Laure, on peut la retrouver soit sur ton site, donc qui sera en description et qui s'appellera Mes Finances et moi, soit en live sur Investisseur Agisseur. Elle sera en live pendant au moins 1 heure et elle pourra répondre à toutes vos questions, toutes vos interrogations. Et du coup, pareil, tous les liens seront dans la description. Merci bien et à bientôt. À bientôt.